Good afternoon. Bonjour. Donc on est réunis pour parler des organismes de recherche technologique européens et de leurs relations partenariales avec les entreprises. La table ronde sera moitié en français, moitié en anglais, compte tenu de la nationalité des participants. Donc je vais commencer par Christopher Hull, qui est secrétaire général de l'EARTO, l'EARTO étant l'association des organisations de recherche technologique européennes. Monsieur Woodmaker, qui est Managing Director of TNO's European Office. Wolfgang Knapp, qui est directeur du CLFA Fraunhofer ILT, et moi-même, qui suis directeur général de l'Association des Instituts Carnot. Donc, dans un premier temps, je voudrais demander à chacun des participants, et on va commencer par Wolfgang Knapp pour le TNO, de nous parler de leur organisation, donc faire une brève présentation du Fraunhofer. Merci beaucoup pour l'invitation, d'abord. Pour présenter Fraunhofer, je pense que tout le monde a entendu parler de l'organisation de recherche appliquée allemande. C'est un organisme qui existe depuis 60 ans. On pourrait dire qu'on est à la pré-retraite maintenant. On a fêté les 60 ans cette année. En effet, on n'a jamais eu autant d'instituts en Allemagne établis. Aujourd'hui, à peu près une soixantaine, 57. Des dépendances un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe bien entendu, des coopérations aussi en Asie, en Chine. L'organisation Fraunhofer est établie sur un schéma typiquement allemand, je dirais. Si on parle d'organisation elle-même, bien sûr, nous avons un département siège à Munich, mais l'activité de recherche appliquée se fait dans les instituts. Et chaque institut, aujourd'hui, est vraiment maître de son destin, aussi bien au plan scientifique, mais aussi sur le plan relationnel avec ses partenaires. La gouvernance Fraunhofer impose l'apparence, la façon comment on présente les choses, avec les logos, avec tout ce qui tourne autour des participations sur les salons, mais le contenu vient toujours de la base. Et ça, c'est typiquement allemand, parce qu'en Allemagne, on n'a pas une structure généralisée, centralisée. On est issu d'un système fédéral qui nécessite de s'associer, de créer des alliances. Et Fraunhofer en recherche appliquée, un exemple très typique, calqué sur le schéma de la recherche et c'est le schéma politique allemand. Donc je crois que c'est ça qu'on peut dire globalement sur l'organisation. Les chiffres d'affaires, l'employé, on a aujourd'hui à peu près 13 000 employés en Allemagne. On a 1 milliard de chiffre d'affaires de turnover. Et je dirais 50-60% de cette turnover est fait par la recherche contractuelle avec des tiers, aussi bien des organismes publics, mais surtout l'industrie. Je pense que ça répond un peu à la question. Pour la présentation globale, on verra les détails plus tard. Merci, Monsieur Knapp. Mr. Woodmaker, maybe you can present TNO with a specific Holland context. Okay, thank you very much for the opportunity to introduce you to the TNO organization and share some thoughts on international cooperation this afternoon. TNO stands for the Netherlands Organization for Applied Scientific Research. It was established by law, which indicates its socialist national position. It was established by law over 75 years ago. And according to our mission, we apply scientific knowledge with the ultimate goal to strengthen the innovation power of industry and of the government. And applicability of knowledge is at the heart of our mission. Though we were established in 1932 with the aim to transfer our knowledge to the industry, this challenge has remained the same over the years, though the areas we cover have changed quite a lot over the years. Now we cover the following areas, and we are active in public safety, in defense, in health, in food, in information technology,
construction and spatial planning, energy, environment, and industrial technology. Our organization is divided into 5 core areas, the so-called public part of TNO, and we have a separate part, the so-called private part, which is called the TNO companies. TNO companies is strictly apart from the rest of TNO, because TNO companies as a private company doesn't receive any governmental subsidies. The 5 core areas in the public part of TNO are quality of life, defense, security and safety, science and industry, built environment and geosciences, and information and communication technology. And it clearly reflects the area we cover. With a little over 4,500 employees, these are 4,500 FTE, we generate a turnover of 600 million euros. 1/3 of it are from the government, which are the government subsidies, including the large part we receive from the Ministry of Defense. The other 2/3, the 400 million euros, is gained in competition, either through direct contract research from industry and contract research from the government. It also encompasses our participation in national and international research programs in which we have to tender for our contracts. The 400 million euros market turnover is primarily from Dutch business, which is responsible for over 42%. 35% is from foreign sources, and 23% is from the Dutch government, which is also, as these figures indicate, a big client of the organization. Since it is impossible to cover all technologies, all technological expertise we need to serve our clients, we depend on cooperation with universities and other research organizations, abroad as well as at home. As far as the development of the fundamental knowledge is concerned, we closely cooperate with universities. Formal cooperation schemes exist, and over 60 part-time professors within TNO guarantee a long-term sustainable structural cooperation. As far as the development of applied, let's say applicable knowledge is concerned, we cooperate with other research institutes and industry in our own investment program, in national and in European research programs. Our own investments program guarantee the influence of industry because they participate in the so-called market-driven research programs. On a yearly basis, we sit together with them at a table and discuss our future research programs. The value of our knowledge is ultimately proven in our contract research portfolio, 100% sponsored by our clients and directed and related to economic or societal benefit of our customers. So thank you, Mr. Hoedmaker. Donc, on vient de parler d'une vieille dame de 77 ans. On avait précédemment un jeune retraité très actif, si j'en crois les chiffres, au niveau du Fraunhofer, puisque le Fraunhofer fête ses 60 ans cette année. Alors, je voudrais parler un peu d'un troisième RTO, organisation de recherche technologique, que sont le Carnot, qu'est le réseau des Instituts Carnot. Donc, le réseau des Instituts Carnot, on est beaucoup plus jeune, puisque ce réseau et ces Instituts Carnot ont été mis en place il y a un peu plus de 3 ans maintenant par le gouvernement français. Alors, on partait au départ d'un paysage assez différent de ce qui préexistait il y a 60 ans en Allemagne ou il y a 77 ans aux Pays-Bas. On ne souhaitait pas recréer de nouveaux laboratoires de recherche publique, mais plutôt
faire en sorte qu'un certain nombre de laboratoires publics qui avaient déjà fait un effort pour aller vers l'entreprise, pour se mettre au service des besoins de recherche de l'entreprise, donc faire en sorte que ces laboratoires-là puissent être aidés pour être encore meilleurs, en faire plus et de meilleure qualité. C'est ainsi donc 33 instituts Carnot ont été labellisés. Donc, la labellisation consiste à attribuer le label Institut Carnot, en échange duquel chaque institut Carnot, donc qui correspond à un périmètre de recherche constitué d'un certain nombre de laboratoires de recherche publics, donc consiste à attribuer un soutien financier à ces périmètres de recherche. Les instituts Carnot prennent un certain nombre d'engagements moyen terme, puisqu'on est labellisé pour 4 ans renouvelables. Alors ces engagements moyen terme, ça peut être des engagements en termes quantitatifs et qualitatifs pour faire plus de recherche partenariale au profit des entreprises, mais aussi d'un certain nombre d'acteurs territoriaux. Ça peut être également des engagements à mieux préparer le futur, mettre en place des programmes de ressourcement scientifique en adéquation avec les attentes, l'appréhension que l'on peut avoir des attentes des marchés et des entreprises, et puis également des objectifs en termes de professionnalisation, c'est-à-dire faire en sorte qu'on place bien au cœur de sa stratégie recherche la satisfaction des partenaires et des clients, que sont les entreprises, et enfin, pourquoi créer un réseau actif? Un réseau actif et intégré pour optimiser les compétences en présence. Donc mutualiser un certain nombre d'actions, notamment en termes d'identification des attentes des marchés, en termes d'offres pluridisciplinaires, c'est-à-dire s'organiser en interne pour être capable de répondre aux attentes des entreprises en facilitant l'accès à l'ensemble des compétences dont elles ont besoin. C'est-à-dire que sur un projet donné, on peut avoir besoin de compétences dans le domaine des TIC, micro-nanotechnologies, des matériaux, de la santé, peu importe. Et donc, au travers d'un seul point d'entrée, qui peut varier selon l'interlocuteur, mais dès l'instant où on entre dans le réseau par un point d'entrée, on accède à l'ensemble des compétences disponibles de manière relativement simple et le plus transparent possible pour l'entreprise. Alors, Carnot en quelques chiffres, je dirais que Carnot aujourd'hui en termes de taille critique, c'est aujourd'hui un RTO comparable au Fraunhofer, en ce sens que nous avons à peu près entre 13 et 14 000 permanents de la recherche, auxquels s'adjoignent près de 7 000 doctorants, donc une force de frappe conséquente, avec 6 grands domaines d'activité autour des TIC micro-nanotechnologies, autour des technologies pour la santé et des sciences de la vie, autour des sciences de la Terre, et puis également tout ce qui concerne les matériaux, la mécanique et les procédés, et je crois que j'en ai listé. Ah oui, pardon. Et autour de tout ce qui concerne l'énergie, dans un contexte, dans une approche développement durable. Donc voilà un peu le réseau des instituts Carnot. Donc on vous a présenté à la fois le Fraunhofer, le TNO et le réseau des instituts Carnot, qui sont dans des contextes très différents. Le Fraunhofer et les instituts Carnot étant dans des pays de taille relativement importante pour l'Europe et donc ayant un marché de partenaires industriels, je dirais, national déjà bien développé. Le TNO étant dans un contexte légèrement différent, puisque dans un pays plus petit, et donc avec une approche et une stratégie de recherche partenariale un peu différente. Je vais donner la parole à Christopher Hull, donc, qui est secrétaire général de l'EARTO et qui, à ce titre, a une vision beaucoup plus globale sur l'ensemble du monde des organisations de recherche technologique, donc ces fameux RTO, européennes. Merci. Donc EARTO, ça veut dire donc, European Association of Research and Technology Organizations. C'est une structure qui fédère ces RTO au niveau européen. Et pourquoi ça Essentiellement, et pour faire simple, parce que quand on parle de la recherche, on parle souvent des universités d'une part et des entreprises d'autre part. Mais en fait, il y a un troisième grand secteur qui est le secteur des RTO. Et la différence est que, si on veut, le modèle économique des RTO n'est pas le modèle économique des universités ni des entreprises. Mais c'est un secteur qui
qui était de toute façon, et Artaud a été créé en 2000, un secteur qui était assez souvent mal perçu. Et donc, une des grands objectifs des Artaud dès le début a été de faire émerger, pousser la visibilité des RTO pour les instances politiques européennes, mais aussi nationales. Qu'est-ce qui distingue donc les RTO? Oui, on fait de la recherche appliquée, mais personnellement, je préfère parler de... Enfin, il faut chercher un autre mot, parce qu'on ne fait pas uniquement de la recherche appliquée. On fait également dans des RTO de la recherche fondamentale. Mais c'est de la recherche fondamentale faite dans un but d'application. Donc en fait, on essaie de marier les deux. Peut-être on peut parler de la recherche orientée. Les grands RTO comme Fraunhofer ou TNO, de façon générale, ont une mission qui est d'apporter, d'œuvrer pour une société meilleure et la compétitivité de l'économie. Il y a beaucoup d'RTO, même de petite taille, très spécialisés, mais toujours focalisés sur un sujet d'application. Et Artaud, aujourd'hui, on est à peu près 350 RTO en Europe. Il y a de très grands, mais aussi de très petits, très spécialisés. Globalement, les membres des Artaud, c'est à peu près 150 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens, avec un chiffre d'affaires qui doit être de l'ordre de 15 milliards d'euros par an. Je disais que le modèle économique des RTO n'est pas le modèle économique des universités ni des entreprises. Il faut bien réfléchir à cela. L'entreprise investit dans la recherche dans un but de bénéfices futurs qui permettent donc de financer la recherche, si tout marche bien, dans une sorte de cercle vertueux. La plupart des universités en Europe sont financées sur des fonds publics et ils peuvent donc, à partir de ces fonds publics, financer généralement leur recherche. Avec les RTO, ce n'est pas le même modèle. La plupart des RTO reçoivent un financement de base de la part de le gouvernement national ou régional, mais c'est généralement, ça varie, mais c'est généralement de l'ordre de 20% ou jusqu'à un tiers du chiffre d'affaires. Et le reste, ça vient soit en travaillant avec des entreprises, donc de la recherche sous contrat, soit sous forme de financement public, mais obtenu sous concurrence, si on veut. Donc, on propose des projets lors des appels à proposition. Donc, le rôle des Artaud est surtout de promouvoir et de défendre les intérêts des RTO au niveau européen, mais peut-être on peut parler de cela un petit peu plus tard. Très bien. Merci, Chris. Ce que je retiens, ce que je voudrais mettre un peu en avant dans ce qui vient d'être dit, c'est en particulier la notion de recherche appliquée, qu'elle soit amont ou aval, c'est-à-dire qu'en fait, on a souvent tendance à opposer recherche amont, recherche aval. En fait, il y a de la recherche avec un horizon applicatif plus ou moins éloigné. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est génétiquement intégré dans les RTO. Le deuxième point, et là je voulais poser la question à Christopher, notre ministre de la Recherche récemment employait le terme de passeur, d'intermédiaire, de passeur entre la recherche plus académique et l'industrie en parlant des RTO et notamment du réseau des instituts Carnot. Est-ce que tu irais dans ce sens? Oui, j'irais dans ce sens-là, mais enfin, c'est une image que j'aime pas trop. Je ne sais pas, peut-être ça correspond à ce qui se passe en France, mais je pense que dans d'autres pays, ce n'est pas forcément le cas. C'est que la vocation de base d'une université, c'est quand même d'enseigner les étudiants. Ben, on fait aussi de la recherche, hein, mais c'est surtout l'enseignement. Ce que j'aime pas dans cette image, c'est la notion qu'on peut faire de la recherche
un peu en abstraction, et puis après, bon, ben, il y a des résultats, et puis quelqu'un va venir pour voir ce qu'on peut faire avec. C'est pas une bonne image, ça. Mais, ceci dit, il est clair que les RTO, dans beaucoup de pays, ont un rôle de, ou en quelque sorte, si, de faire le pont entre une recherche qui est plus académique, si on veut, et une utilisation par l'industrie, ou enfin par les agences publiques aussi, qui ont besoin également de mettre en œuvre de nouvelles connaissances et des résultats de la recherche. Mais je pense que ça ne marche pas de la façon qu'on vient voir ce qui se passe dans un labo pour se poser la question si on pourrait éventuellement faire quelque chose avec. C'est plutôt un travail, enfin un partenariat, souvent entre des RTO et des universités pour travailler ensemble. On voit ça par exemple, d'ailleurs il y a 2 exemples ici, parce qu'on voit ça chez les instituts Fraunhofer, qui sont généralement localisés sur un campus universitaire et où le directeur de l'institut est en même temps un professeur à l'université. Il doit être un peu schizophrène parce que ce n'est pas le même métier, mais c'est la façon typique chez Fraunhofer de faire la liaison entre les deux. Et on trouve quelque chose un petit peu de la sorte aux Pays-Bas. Maybe Lawrence will talk about the top institutes in a few minutes. Donc il y a des labos de TNO et des universités qui créent ensemble des initiatives de développement technologique. Dans ce sens-là, c'est une image que je préfère, c'est une façon de travailler que je préfère. Merci. Alors, on l'a bien compris, donc le propre des RTO, c'est on le voit au travers de leur structure budgétaire, puisqu'ils tirent à la louche près des 2/3 de leur budget consolidé de leur partenariat, soit direct avec l'entreprise, soit compétitif sur des appels à projets européens ou nationaux, voire régionaux. Donc tout ceci nécessite de s'organiser et de mettre en place des mécanismes, mener des actions en interne et vers l'externe pour développer son attractivité. Donc comment ça se passe au niveau du Fraunhofer? Quelles sont les actions spécifiques pour effectivement donner envie aux entreprises de travailler avec le Fraunhofer, puisque pour faire de la recherche partenariale, il faut être 2, et il faut que les 2 aient envie de travailler ensemble, à la fois les chercheurs dans les laboratoires et de l'autre côté les entreprises. Là, on revient sur le caractéristique allemand, ce que je disais tout à l'heure, le fédéralisme allemand, mais il faut savoir aussi qu'en Allemagne, la notion université, on vient de le dire, le directeur d'un institut Fraunhofer est aussi professeur à l'université. La notion d'université, notamment dans les domaines d'ingénieurs, les ingénieurs, ce n'est pas la même structure qu'en France. Donc aujourd'hui, on n'a pas des grandes écoles, on commence à avoir un système des universités qui sont des universités d'élite, mais qui ont des avantages d'autres, mais c'est quand même le nom universitaire. On ne fait pas la séparation. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Il faut savoir aussi que la politique de recherche et la politique de l'enseignement en Allemagne est décentralisée sous la tutelle des Länder, des régions. Donc ça aussi, ça compte quand on veut comparer les différents systèmes qu'on a entre l'Allemagne et la France. Maintenant, comment on s'adresse vis-à-vis de l'industrie? Bon, Fraunhofer, c'est un grand organisme et depuis 60 ans, on a développé des différents outils. Une chose qui était dure à mettre en place au début, parce que les origines sont quand même des instituts, des individus, il fallait avoir une tutelle, il fallait avoir une image de marque, il fallait créer une image de marque. Cette création, on a mis en place au fur et à mesure des premières années d'existence. Aujourd'hui, cette image de marque, elle est reconnue. Elle n'est peut-être pas tout à fait reconnue dans tout le grand public, mais on fait en sorte qu'on apparaisse dans les manifestations publiques partout, à la fois régionales, on fait des publicités dans les transports régionaux, on est actif sur les événements locaux, on est actif à l'échelle nationale, on a un bateau actuellement en Allemagne qui transmet les images sur la recherche appliquée, les résultats, le grand public connaît les résultats de la recherche de chez Fraunhofer, on sait que ça vient, les MP3 vient d'un des laboratoires chez nous, donc c'est des innovations qui font parler de Fraunhofer. Et on fait en sorte que cette communication est structurée. Comme ça, les industriels voient aussi quelles sont les thématiques qu'on a dans nos différents laboratoires. Après,
Mettre en place un schéma, c'est des alliances déjà, de se structurer en interne, c'est important. On a différentes alliances, 5-6 alliances aujourd'hui qui travaillent sur la technologie d'information, sur tout ce qui est life science, tout ce qui est biotechnologie, tout ce qui est une alliance sur les composants et les matériaux, une alliance qui tourne autour de tout ce qui est microélectronique, et une alliance aussi qui tourne sur quelque chose de très spécifique en Allemagne, on parle souvent, c'est l'industrie de production, les moyens de production industrielle, et il y a une alliance aussi sur les technologies de surface et les photoniques. Donc vous voyez, c'est structuré au sein des 57 instituts. En Allemagne, il y a ces différentes alliances qui sont là, qui se présentent avec une image, avec des compétences. La façon comment on se présente après derrière, c'est qu'on va sur les salons industriels, là où il y a l'industrie qui vient regarder les innovations technologiques, et on se présente avec des stands communs. Des fois, il y a un institut tout seul qui va. C'est à décider au niveau institut si on veut faire plusieurs stands sur un salon industriel ou pas. Le siège, la gouvernance de Fraunhofer aide la mise en place de ces structures-là, mais ne les impose pas. La seule chose qui est imposée, c'est la façon de se présenter avec une image de marque. Ce qui est une bonne chose parce que c'est comme ça, on a un logo qui vient d'être renouvelé d'ailleurs et puis qui fait l'apparence de Fraunhofer. Mais le contenu technique, scientifique, physique, qui est quand même le moteur d'être en contact avec l'industrie, c'est à l'Institut de le présenter et de l'identifier. Donc pour ça, on fait des brochures, mais on fait aussi des événements, on fait des manifestations spécifiques. On a une aide qui est mise en place au siège pour s'adresser à une grande entreprise, par exemple, où on réunit des thématiques qui intéressent des grands groupes, Siemens, Bosch ou d'autres, et qui viennent après nous demander au siège de Fraunhofer, ça ce sont les thématiques qui nous intéressent, et à l'intérieur de l'organisation, on prépare des manifestations spécifiques dédiées à ces clients-là. Et c'est comme ça, on est en contact avec les industriels. Ça se fait plutôt vers les grandes entreprises, les grands groupes. Vis-à-vis des PME, on parlera tout à l'heure, il y a d'autres moyens de fédérer les activités et se faire connaître. Mais se faire connaître, c'est quand même une activité qui est dans la vie quotidienne, aussi bien dans la presse écrite que dans la presse, dans la télé, dans les émissions scientifiques. On a quasiment tous les jours en Allemagne une émission quelque part où un laboratoire Fraunhofer est cité. Et c'est comme ça, on se fait connaître aussi en travers des milieux actifs. Merci Wolfgang. For TNO, could you tell us a little bit more about TNO's organization to be more attractive, to be able to go towards enterprises? Yeah, the history of the partnerships between TNO and the industry goes back for many years, and as I said, it's at the heart of the organization. It's the reason why we were established in the early 30s. But I think that the first important change in the relationship with the industry was in the 1980s, when the Dutch government decided to decrease the government subsidies for the TNO organization. At that point in time, I think we were our expenses were for some 90% covered by government subsidies, and it was decided to drop it to a great extent, and that industry had to take over that place. As a consequence, it meant that we had to listen much better to the industry needs and to program our research towards the short-term and the long-term needs of industry. And it was the reason why the balance between government subsidies and industry participation changed so dramatically over the years. There were more measures taken, particularly in our organization. We had special teams that were focused on developing the industry needs and to incorporate the wishes of industry in our research programs.
And a next big change was was in the subsidies of the Ministry of Economic Affairs. I think it was in the early 90s that we came to an entirely different funding scheme in which the Ministry of Economic Affairs had a condition to its subsidy that there had to be an active participation of Dutch industry in our research, otherwise that money wouldn't have been made available. And it was a very strong incentive for the organization to strengthen the partnership. A next step was the creation of or a change in the national research programs, in which there has always been a condition that the private industry participated to a great extent. One very typical example was what Chris already mentioned, the establishing of the so-called Leading Technology Institutes, or Dutch STOP Institutes, which are a partnership between Dutch industry, the Dutch government and the Dutch research infrastructure. And there also it was a condition that all parties cooperated together, and all these things made it possible to create closer ties between the TNO organization and Dutch industry. The last example, and it was started, I think it was in 2005, where we introduced the so-called demand-driven research programs. When we set up our research programs, we are requested, or we are required to discuss with representatives from industry how our future research programs will look like. So on an annual basis, we meet them, we discuss their needs, we discuss our research programs, and a more or less formal, informal approval is needed in order to get the government subsidies available. So in due time, these are various steps in closing the relationship between industry and the TNO organization. Je vais peut-être rajouter un mot sur la relation avec l'industrie qui concerne Fraunhofer, qui en fait n'est pas dans l'image de marque, mais qui s'est fait du fait que des instituts Fraunhofer en Allemagne sont installés dans les universités, et nous avons beaucoup d'étudiants qui travaillent et qui viennent. Quand on veut être ingénieur, on est souvent dans des infrastructures qui sont adossées à Fraunhofer. Il y a une connaissance qui se fait, les étudiants travaillent dans les laboratoires, et quand ils partent dans l'industrie après derrière, ils emmènent un savoir-faire, qu'est-ce qui est fait dans les laboratoires de Fraunhofer, qui aide aussi énormément à la connaissance et à la communication vers l'industrie des compétences qui sont au sein des différents laboratoires. Je crois que c'est un point qui est important aussi, parce que ça va en travers de l'interaction éducation-formation qu'on fait quand on passe son diplôme des masters aujourd'hui, et on emmène ce savoir-faire-là après dans l'industrie. Merci. Alors en ce qui concerne les instituts Carnot, l'action pour augmenter l'attractivité et faire en sorte qu'effectivement cette recherche partenariale au profit des entreprises se développe est assise sur 3 axes principaux que l'on a retrouvés aussi bien au Fraunhofer qu'au TNO dans ce qui vient d'être exposé. Le premier, c'est la structuration du réseau, donc la structuration en alliance. Se structurer en alliance, ça veut dire se connaître, être capable de construire une image collective de l'offre dans un domaine donné, par exemple le domaine de la construction durable, je pourrais citer le domaine des transports terrestres, les TIC, micro-nanotechnologies, etc. Donc il y a un certain nombre d'alliances qui se sont mises en place. Donc être capable de bien se connaître au sein de ces alliances entre Institut Carnot, bien recenser l'offre et être capable derrière de faire des réponses collectives, des réponses communes, faisant appel à l'ensemble des disciplines nécessaires pour répondre à un besoin particulier d'une entreprise. Donc ça, c'est l'aspect structuration et alliance. Alors, en termes d'attractivité, le deuxième pivot de la relation partenariale, c'est le professionnalisme, le partage des bonnes pratiques, je dirais le nivellement par le haut de l'ensemble des instituts Carnot.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a tous à progresser sur tel ou tel point pour répondre au mieux, pour augmenter la satisfaction de nos partenaires, que ce soit dans le domaine de la contractualisation, par exemple, dans le domaine dans la manière de mener les projets, dans la manière de les terminer, dans la manière de gérer cette relation laboratoire public-entreprise à tous les niveaux. Et donc, le partage de ce qu'il y a de meilleur chez chacun, et ce nivellement par le haut est un élément très important dans la vie du réseau et dans l'attractivité. L'objectif, in fine, étant de définir des standards entre guillemets, au bon sens du terme, des standards connus par l'entreprise et qui font que lorsque l'entreprise vient dans un institut Carnot, elle sait que sur tel ou tel point, elle aura tel minimum de professionnalisme face à elle. Et puis enfin, le troisième point qui a été évoqué chez mes collègues européens, bien sûr la communication, c'est-à-dire qu'on peut être très bon, on peut être le meilleur, si les partenaires, si les entreprises ne le savent pas, eh bien on sera le meilleur dans son coin. Et donc une communication active au travers de salons, au travers d'un certain nombre de rencontres. Par exemple, il y a 3 semaines, on tenait les rendez-vous Carnot, donc une convention d'affaires, pour aller à la rencontre de manière, je dirais, proactive, à la rencontre des entreprises, notamment des PME, etc. Donc un certain nombre d'actions pour faire en sorte que on hisse l'ensemble du réseau et des instituts Carnot au niveau des attentes des partenaires et faire en sorte que ces partenaires sachent à quoi ils ont à s'attendre en venant travailler avec la recherche publique engagée que représente le réseau. Donc voilà en ce qui concerne donc, ce troisième RTO qu'est le réseau des instituts Carnot. Alors, on a parlé des entreprises. C'est vrai que travailler avec des grands groupes, c'est une chose. Travailler avec des PME, et il y a une spécificité PME qui n'est pas toujours facile à gérer quand on est dans un laboratoire public. Donc j'aimerais poser la question à M. Woodmaker. I would like you to express what is the specific action in terms of SMEs of TNO. I know you have a special approach and a special way to be more attractive for this kind of companies. So can you tell us a little bit more about this? Yeah, working with the SMEs has always been a big challenge, not only for all the RTOs, but for TNO as well. And over time, we had various schemes to support a good cooperation with, in particular, the SMEs. One thing you have to take into account what the definition of an SME is, of course, because in the European arena, companies of the size of 200, 250 employees are already called an SME, while the major of our clients in our contract research clients are companies of that size. When we discuss SMEs, or when we talk about SMEs in the Netherlands, we refer primarily to small companies of 50 employees or even less. And we do, of course, have many of these companies, and there are only a couple of hundred, maybe 1,000 companies which are really technology driven and are really willing to cooperate with you in research programs. We had various schemes in the past in which we try to open the door and build on a relationship with them with special government subsidies. In the subsidy schemes of the Ministry of Economic Affairs, we had a special room for funding schemes with the SMEs, in which various stages of a research program, they have to contribute another portion themselves, starting with a lower contribution and finally ending in a 50% contribution. One of our latest experiments we started 3 or 4 years ago is a new TNO small business innovation and research initiative in which we try to commercialize new ideas within our
our own organization, but to have them commercialized entirely by SMEs. It means that we have something like a contest within our own organization, and we rank them, and for instance we have some 100 ideas, and the top 10 ideas are presented to SMEs, and those SMEs who are willing to participate are financially supported to work out our ideas and to make a commercial success of it. The whole process of idea generation to commercialization takes 3 or 4 years, so we have the first successes this year, and we are very anxious to see the results in the coming years, because many of these ideas are still in the pipeline or are still worked out and are prepared for commercialization. But at least the SMEs are very enthusiastic about that. I think these are some of the most illustrating examples of working with the SMEs. Do you have a figure of a number of contracts with SMEs compared of your complete number of contracts at TNO? I think that we do have about 3,000 contracts a year with SMEs. Thank you. Et en ce qui concerne donc l'Allemagne, avec un tissu industriel et notamment le Mittelstand allemand assez différent du milieu industriel français des PME que vous connaissez bien aussi, Wolfgang Knapp, comment ça se passe pour le Fraunhofer donc? Là, il faut dire que c'est vrai que le tissu industriel est différent. Quand on parle des SMI, on vient de l'entendre, on a beaucoup de PME en Allemagne qui ont une taille au-delà de 100 personnes. Donc forcément, avec une société, une entreprise de 100, 150, 200, 300 personnes, on travaille différemment qu'avec des sociétés qui ont 10, 15, voire moins. Donc il faut s'y adapter. La difficulté, que je dirais que c'est bilatéral, parce que il faut à la fois trouver l'intérêt en interne d'un laboratoire Fraunhofer pour stimuler les chercheurs d'aller vers des PME. Pourquoi ils devraient aller vers des PME ? C'est plus intéressant d'aller vers les grands groupes pour faire vendre leurs innovations qu'ils ont fait. Donc il y a un incentive à mettre en place pour qu'on communique avec les PME. Donc on a des outils en interne qui nous permettent d'avoir un avantage si on fait des manifestations vraiment orientées vers les PME. Et puis après, derrière, il faut évidemment aussi trouver un langage envers des PME. On ne peut pas parler scientifiquement avec des patrons de sociétés qui sont déjà dans un contexte économique, on ne parle pas aujourd'hui, mais en général dans un contexte très différent par rapport à un travail qu'on fait dans un laboratoire de recherche. Donc il faut trouver des mots et des formations pour les chercheurs qui permettent de communiquer autrement que sur des conférences scientifiques. C'est des milieux complètement différents. Donc ça aussi, c'est mis en place. On forme les chefs de projet pour qu'ils communiquent. Il y a des potentiels en interne chez Fraunhofer qui permettent d'apprendre le project management d'une manière beaucoup plus industrielle. Donc on doit parler coûts, on doit savoir parler aussi le transfert, l'intégration dans une ligne de production chez des PME. Donc il y a des moyens spécifiques à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, un peu comme en France aussi d'ailleurs, ça existe aussi. Vous avez des aides au partenariat avec des PME. Donc ces outils-là, ils existent. C'est les mêmes, le schéma peut être le même. Après, c'est une résonance qui est peut-être différente. Il faut dire que les PME en général sont orientés beaucoup plus direct vers le résultat de leur investissement ou le résultat de la recherche qu'ils peuvent trouver dans un laboratoire de recherche. Ils ne veulent pas s'enquiquiner chez eux, apprendre pourquoi un procédé fonctionne correctement. Eux, c'est ce qui les intéresse, c'est qu'ils peuvent investir dans un outil de production qui les rend plus compétitifs ou qui leur donne la possibilité de produire quelque chose que leur concurrent n'est pas encore. Donc c'est ces messages-là qu'il faut passer vers. Bien sûr, c'est vrai aussi pour les grands groupes, mais là, il y a beaucoup plus de structures adaptées pour ça. Dans les PME, vous n'avez qu'un patron qui est des fois même pas capable d'aller sur tous les salons ou sur tous les sites Internet qui existent aujourd'hui pour s'informer. Donc, il y a une partie du travail qui est fait chez nous pour préparer dans les domaines sur lesquels on est actif, dans les différents laboratoires,
pour filtrer ces informations et les présenter, les préparer envers les besoins des PME. Merci. Alors en ce qui concerne ce que l'on rencontre au niveau des instituts Carnot en France vis-à-vis des PME, on s'aperçoit que de plus en plus, comme ça vient d'être évoqué, la PME a besoin d'accéder très rapidement et très facilement à l'information, donc identifier relativement facilement où se trouvent là où les compétences dont elle a besoin et pouvoir y accéder relativement rapidement. Et ça passe un peu par la notion d'offre packagée. C'est-à-dire que quand on vend, entre guillemets, quand on propose une offre de technologie, une offre scientifique, si elle est sèche, une offre sèche, on a du mal à attirer la PME. Par contre, si les interlocuteurs de la PME issus du laboratoire public sont capables, à côté de la proposition scientifique et technique, de venir avec la connaissance du milieu des aides diverses et variées, mais qui sont très nombreuses, et parmi lesquelles la PME a parfois du mal à s'y retrouver par manque de temps, tout simplement, et bien là, effectivement, on facilite l'accès de la PME à ces soutiens financiers et le projet, le démarrage d'un partenariat devient plus facilement possible. Donc c'est dans ce sens qu'on agit, notamment en France en s'appuyant sur le crédit impôt recherche qui a été revu il y a un peu plus d'1 an et qui offre à la disposition des chercheurs et des entreprises, en particulier des PME, un outil de soutien remarquable. Effectivement, se pose également au sein des instituts Carnot ce que Wolfgang Knapp a évoqué pour les chercheurs du Fraunhofer. On est dans des instituts de recherche, qu'on soit aux Pays-Bas, en Allemagne, en France ou ailleurs, et je pense que Christopher Hull pourra peut-être en dire 2 mots tout à l'heure. On est sur des structures budgétaires de laboratoires de recherche. En gros, la règle des 3 tiers, c'est-à-dire que le premier tiers, c'est de la subvention récurrente qui est acquise d'une année sur l'autre, libre d'emploi d'une certaine manière, mais il faut payer les salaires, et ce tiers ne paye pas les salaires chargés en principe. Et puis les 2 autres tiers, il y a de manière grossière un tiers de ressources qu'il faut aller chercher, mais parce qu'elle est compétitive, donc sur les appels à projets européens ou nationaux, et un tiers qui vient des entreprises. Et donc effectivement, il faut être capable de convaincre les chercheurs qui ont un budget équilibré que travailler avec des PME, eh bien, ça peut aussi être intéressant, en tout cas que ça ne va pas perturber leur équilibre budgétaire. Il est plus facile, à coût fixe identique, de monter un gros projet de quelques centaines de milliers d'euros avec une grande entreprise que de passer le même temps en termes de montage de projet pour un résultat de quelques dizaines de milliers d'euros sur un projet avec une PME. Alors, sachant que tous les projets avec les PME ne sont pas forcément des petits projets en termes de montant budgétaire, mais la tendance va quand même dans ce sens. Et donc, convaincre le chercheur d'aller dans le sens des PME et d'allier cette contrainte de service en termes d'utilité économique au profit du tissu industriel des PME avec son obligation d'équilibrer son budget, ce n'est pas toujours facile et c'est quelque chose auquel on s'emploie au sein du réseau. Donc voilà un peu pour les PME. Christopher, est-ce que tu veux rajouter quelque chose au niveau, avec un peu de recul européen sur la problématique PME? Non, pas vraiment, mais c'est vrai que je pense pour la plupart des RTO, ça reste un marché primordial parce que c'est voulu par les gouvernements qui ont créé et qui financent toujours ces RTO. Le grand défi, effectivement, c'est la capacité des PME d'aller chercher des connaissances et des résultats de la recherche. Et il faut des organismes en face qui ont appris avec le temps de travailler avec, de parler le même langage et de travailler dans les mêmes logiques d'application, de confidentialité, etc. D'accord. Alors, je voudrais aborder dans le temps qui nous reste, et puis on réservera quelques minutes pour quelques questions dans la salle, je voulais aborder la notion de construction d'Europe de la recherche qui peut passer par le PCRD et par Bruxelles, qui peut aussi passer par des relations privilégiées particulières entre RTO, donc relations bilatérales.
Je vais peut-être donner la parole à Wolfgang Knapp sur ce sujet. Mais la preuve du fait que je suis ici au nom de Fraunhofer depuis 13 ans, on participe directement à la création de l'espace de recherche européen. Pourquoi on est là? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on partage l'avis qu'il faut aujourd'hui à la fois aider les entreprises de savoir ce qui se passe à l'étranger, donc il faut aussi bien les accompagner. En Europe, l'espace est relativement bien établi, l'espace de recherche avec Bruxelles, mais il faut quand même partager les avis et les connaissances des unes et des autres, donc être sur place. Quand on va aux États-Unis, quand on va en Chine, quand on va un peu plus loin, c'est plus compliqué parce que les structures de recherche, les structures de financement, les cultures sont différentes. Donc il faut toujours s'adapter à ces cultures-là. Et pour s'adapter, il faut les connaître. Et une fois dedans, il faut peut-être changer des fois aussi les cultures qu'on a normalement chez nous à la maison en Allemagne. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on fait en Allemagne, on ne peut pas faire la même chose aux États-Unis, on ne peut pas vivre de la même manière en Chine. Mais pourquoi on crée l'espace de recherche européen? En travers des projets européens, ça a commencé il y a longtemps, c'est établi. Les appels à projets, ils existent. Aujourd'hui, on fait une étape plus loin. On s'associe sur des plateformes technologiques qui sont établies. Dans notre domaine où on travaille activement actuellement, c'est la plateforme de la photonique. On a des réseaux. On est en train de rédiger les besoins et de chercher les besoins qui sont exprimés à la fois par les PME, par les chercheurs, par les grandes entreprises, par tout le monde qui travaille dans ce domaine-là. On essaie de mettre ça dans une forme qui après va se refléter dans la recherche, l'agenda de recherche stratégique européen. Donc on participe à la formulation de ces actions, ces plans d'action qui ultérieurement permettront à tout le monde de participer à des appels à projets. Donc ça c'est une pratique aujourd'hui dans plusieurs domaines d'activité. Après on a l'accord qu'on a conclu avec les instituts Carnot et Fraunhofer de coopérer spécifiquement sur des programmes de recherche un peu plus en amont où il y a une activité bilatérale, mais en travers des projets européens, on a aussi bien des contrats avec des partenariats avec TNO, avec VTT en Finlande ou avec des acteurs qui sont en Portugal ou ailleurs en Europe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on privilège un peu le partenariat Fraunhofer-Carnot, tout simplement parce que ça, c'est quelque chose qui est venu en plus des structures qui ont été établies par l'Europe. Oui, je voudrais rajouter 2 mots sur ce partenariat Carnot-Fraunhofer. En fait, il y a encore 3 ans, on avait un certain nombre de liens avec le Fraunhofer, essentiellement au travers de projets du PCRD. Et on a décidé de se rapprocher pour essayer de définir clairement les points sur lesquels on était complémentaires et sur lesquels on avait un intérêt à travailler ensemble sur des projets de ressourcement scientifique pré-compétitifs, c'est-à-dire à 3-4 ans en termes d'horizon applicatif intéressant, potentiellement un industriel. Et donc, il nous a fallu identifier l'ensemble des sujets sur lesquels on pouvait travailler. Et en même temps, il nous a fallu identifier, et ça s'est fait en parallèle, l'ensemble des sujets sur lesquels on était frontalement compétiteurs. Parce qu'on a un intérêt à travailler ensemble sur les sujets sur lesquels on est complémentaires et on va apporter un plus global à nos partenaires industriels, qu'ils soient européens ou hors Europe. Sur certains sujets, on était frontalement compétiteurs. Et bien évidemment, quand on tire les 2/3 de son budget consolidé du domaine compétitif, eh bien, tout partenaire est un compétiteur. Donc il faut bien savoir comment l'on se situe l'un par rapport à l'autre. Et à partir du moment où les choses sont claires, effectivement, on a vraiment un grand intérêt à travailler ensemble en termes d'apport et je dirais d'apport complémentaire vis-à-vis de nos partenaires entrepreneuriaux. Maybe you would add something about cooperations of TNO with other RTOs? Yeah, because I think we have a clear vision on that. There is a common understanding that we have to cooperate much more in order to be able to face the challenges that lie ahead in the future. And a stronger cooperation between the partners in the various countries and also the cooperation between the RTOs is a prerequisite. And in the past there has already been a lot of cooperation on the project level, but
I'm a strong believer of working much more together on a structural level, as you see emerging in various areas at the moment. So you see the experiment of working together between Carnot and Fraunhofer. We from TNO are working on structural cooperation with our sister organizations in Norway and also with IFP in France. We have an experiment with VTT from Finland and Joanneum from Austria and Tecnalia from Spain, with which we formed the Joint Institute of Innovation Policy. And I think these are all minor institutions, minor cooperations, but they have to grow in the future to become a real bigger cooperations. I don't believe that one organization will work together with another organization on very many subjects at the same time. These will be, let's say, variable or changing partnerships, that in one area we are working together with the French and the Finns, in another area with the Germans and the Austrians, and that will take maybe another 5 to 10 years until these things really develop, because it needs a lot of investment, it needs time, it needs trust, it needs dedication, all things which are considered by some people with a skeptical mind that it takes a lot before we are. Chris, you will say something about joint programming, I assume, but I'm a believer of the cooperation, and I'm convinced that we cannot afford ourselves to be hindered by mistrust or lack of dedication. For me, it's the only way to a successful survival in the future of our organizations. Just add one word. You said that the essential thing, especially international corporations, always depend on individuals. It would not be possible for us to have a partnership here in France if there would not be people to support this. It would not be possible to have a joint venture in Austria or as we have in Portugal, unless there were not the individuals who push this from the very beginning. There is no governance which can decide to make these things living. On the other hand, we have seen we need the governance to support these activities. If the governance does not support the activities, then the individuals will fail. So both has to be done. En fait, oui, dans ce que vous dites, c'est qu'il faut la motivation des individus, leur bonne volonté, et surtout la confiance entre ces individus, ce qui prend du temps, parce qu'établir la confiance entre deux organisations de recherche pour, in fine, arriver à aller ensemble répondre à une même demande d'un industriel, ça prend du temps, ça prend quelques années. Christopher, est-ce que tu peux nous donner un éclairage complémentaire au niveau de l'Europe et des RTO européennes, autres que celles qui viennent d'avoir la parole? Mais il est bien de parler d'Europe à quelques jours des élections au Parlement européen. C'est quand même curieux quand on réfléchit que ça fait 50 ans maintenant qu'on est en train de construire l'Europe. Et on a fait quand même beaucoup de progrès, mais il y a des choses quand même qui frappent. Si vous regardez les États-Unis, à peu près 80% des dépenses publiques pour la recherche et développement, ce sont des dépenses du gouvernement fédéral. Et donc 20% seulement par les États. En Europe, le programme cadre, le fameux programme cadre européen de recherche et développement, ça correspond à peu près 5% de la globalité des dépenses publiques en recherche et développement. Bon, si vous rajoutez les organismes comme l'Agence européenne pour l'espace, donc des organismes intergouvernementaux, vous arrivez à un chiffre d'à peu près 15%
de la totalité des dépenses publiques en recherche-développement en Europe, qui sont donc des dépenses au niveau collectif, si on veut, européen. Et donc le gros, c'est toujours de l'argent public national ou régional. Ce qui fait que on a toujours un Fraunhofer qui est essentiellement allemand, un TNO qui est essentiellement néerlandais, un VTT en Finlande qui est essentiellement finlandais, et ainsi de suite, parce que le financement de base de ces RTO est un financement national. Et bon, il est vrai, TNO est très actif sur le plan international, enfin aussi actif qu'on peut l'être, mais le risque est toujours là et ça se produit assez régulièrement que quand un TNO va travailler ailleurs dans le monde, ou même un Fraunhofer, quelqu'un se lève dans le Parlement national pour poser des questions, mais comment ça se fait que nous, on finance ce Fraunhofer qui était en train de travailler avec les Chinois? C'est pas possible. Ou alors il y avait le cas aux Pays-Bas où quelqu'un faisait ce genre de remarques parce que TNO s'apprêtait à faire un grand programme à l'étranger et donc un parlementaire posait la question de la sorte et quelqu'un d'autre faisait la remarque mais il faut y aller travailler pour Philips. Et puis quelqu'un d'autre faisait le commentaire, est-ce que vous croyez vraiment que Philips est une entreprise néerlandaise? C'est-à-dire qu'il y a une globalisation des entreprises et de l'économie. Il faut quelque part que nos RTO suivent. On parle beaucoup aujourd'hui de l'innovation ouverte. Et ce n'est pas quelque chose qui soit neutre pour les RTO. Parce que les entreprises sont en train d'obtenir de satisfaire le besoin en connaissances. Ils vont là où se trouvent les connaissances qui sont les meilleures, qui sont les plus compétitives, qui sont les plus accessibles, etc. etc. C'est-à-dire que les marchés nationaux pour les connaissances, si ça existait à une certaine époque, ça existe de moins en moins. Il y a l'explosion des connaissances également qui fait que même les grands organismes de recherche ne sont pas capables de maîtriser toutes les sciences, toutes les technologies nécessaires pour satisfaire aux besoins d'une entreprise donnée. Donc là, il y a je pense, un fort besoin de se mettre ensemble, pas seulement les RTO des différents pays, mais en travaillant aussi avec des entreprises et en travaillant avec des universités. Mais ce niveau national, il faut qu'on trouve là une solution, et ce n'est pas évident. On est en train de faire des réflexions au niveau européen sur le futur du programme cadre de recherche. Il y a des propositions d'ailleurs fortement soutenues par la présidence française il y a quelques mois de ce qu'on appelle la programmation conjointe. C'est l'idée qu'un certain nombre d'États membres qui se sont concernés par un certain sujet fédèrent leurs efforts, mais pas au niveau de petits projets isolés. On parle ici d'une véritable politique qu'on met ensemble de gros moyens de façon que chacun apporte en complémentarité une part des ressources nécessaires. On parle justement d'une initiative, c'était la proposition française, une initiative sur les maladies neurodégénératives. Est-ce que ça va fonctionner? Quelqu'un qui a travaillé dans ce domaine depuis des années, qui connaît bien ce domaine, Laurence l'a dit, je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives de la sorte sur ces 25 dernières années et ça n'a rarement fonctionné très très bien. Mais il est possible que le monde ait changé. Il n'était pas impossible il y a une vingtaine d'années dans un grand pays européen
comme la France ou l'Angleterre ou l'Allemagne, d'imaginer que si on faisait un investissement conséquent dans un nouveau domaine de la science, on peut quand même être parmi les premiers dans le monde, parce que le seul concurrent, c'est les États-Unis. Ben, c'était le cas peut-être il y a une vingtaine d'années, mais c'est sûrement pas le cas aujourd'hui. Et c'est là qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse sérieusement au niveau européen de comment on peut mieux mobiliser les compétences qui existent dans nos RTO, dans nos universités, pour travailler d'une façon plus efficace ensemble. Merci Christopher. Donc, on l'a bien compris, un certain nombre d'initiatives intéressantes et déjà opérationnelles, notamment entre les RTO, mais pas seulement entre les RTO. Mais si je me réfère à ce qui vient d'être dit, encore beaucoup de travail à faire pour construire plus avant cette Europe de la recherche. On a éventuellement le temps de prendre une, voire deux questions, mais très rapidement, dans la salle. Donc tout est clair sur les RTO, vous savez tout sur les RTO. Eh bien, il me reste à remercier l'ensemble des participants de la table ronde. Merci.